winds 120 knots in the west. Radio X-Files avec Christian Page et Camille. Oh my God. Radio X. After endless fake ghost TV shows, here at last is a documentary that presents the real evidence. The experiments featured in this program have been described by the scientists who witnessed them as some of the best evidence for life after death ever. For 5 years, the Skoll experiment continued to produce a vast range of extraordinary phenomena, more than in any other experiment in the history of the paranormal. It was witnessed by hundreds of visitors and monitored by a team of internationally renowned scientists and investigators. What they claim to have seen and recorded is so shocking that many will find it unbelievable. Although the experiments featured in this program provide scientific evidence for the possibility of life after death, most of the public know nothing about them. There has, in my view, never been anything like that at all, ever. 19h02. Bonsoir, bienvenue sur les ondes de Choix Radio X. Bonsoir Christian. Donc ce soir nous parlerons du Skoll Experiment avec un British accent. J'aime ça. Est-ce que ça a été découvert initialement au Royaume-Uni? Est-ce qu'on a commencé à faire les recherches là? Oui, en fait, l'expérience de Skoll, comme on l'appelle, Skoll, faut savoir que c'est un petit village qui se trouve aux frontières du Suffolk et du Norfolk. Donc, c'est un petit village et on l'appelle l'expérience de Skoll parce que c'est dans le sous-sol de la maison des principaux enquêteurs que s'est produit ces manifestations dont on va parler ce soir. C'est une expérience qui a perduré pendant de longues années. On a entendu, ce qu'on vient d'entendre, c'est la bande-annonce d'un documentaire qui a été fait en 2011 sur l'expérience de Skoll qui s'intitulait The Afterlife Investigation, The Skoll Report. Et dans le documentaire, on dit c'est vrai que ces expériences ont été menées, elles sont très connues dans les milieux de la parapsychologie, mais à peu près, pour le grand public, à peu près personne n'a entendu parler de cette histoire. C'est un peu dommage parce que c'est vrai que ce sont des expériences parce que c'est pas une expérience, c'est plusieurs expériences. Ce sont des expériences qui ont été très importantes, qui ont marqué plusieurs domaines de la recherche sur les phénomènes de l'après-vie. Il y a quand même, comme je l'ai dit souvent, dans cet univers-là, il n'y a jamais de cas parfait. Il y a toujours quelque part des talons d'Achille. On va voir que dans l'expérience de Skoll, quoi qu'en dise la bande-annonce, il y a eu beaucoup de talons d'Achille. Et c'est peut-être une des raisons pourquoi la communauté qui s'intéresse à ces phénomènes de hantise, de phénomènes de fantômes, parce qu'ici, il faut bien s'entendre, dans l'expérience de Skoll, on est très loin là, des chasseurs de fantômes qu'on voit dans des émissions à la télé, là, avec les caméras qui se font peur là, parce qu'ils entendent une porte craquer. Là. On n'est pas du tout dans cet univers-là. Donc, c'est une expérience qui est importante, mais comme il y a beaucoup de talons d'Achille, c'est une expérience qui n'a pas été reprise, disons, de manière très étendue dans les milieux de la parapsychologie. On en parle, mais on met toujours des bémols sur les résultats obtenus. Puis, je vais t'expliquer au cours de la prochaine heure pourquoi cette expérience-là, elle est à la fois intéressante, mais aussi pourquoi elle a été mise avec un bémol lorsque l'on en parle, parce que, il y a des éléments qui sont critiquables. Puis, je vais te parler du point de vue des croyants et le point de vue des sceptiques par rapport à l'expérience de Skoll. Et, voilà. Et tu vas voir que il y a beaucoup à dire. Je vais essayer de résumer, parce que c'est une expérience qui a perduré pendant 5 ans. Donc, tu comprends qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Donc, c'est quand même un sujet que nous, dans le milieu là, des gens qui s'intéressent aux phénomènes paranormaux, quand les expériences, je te dirais, à partir de 1995-1996, on en parlait assez régulièrement de l'expérience de Skoll, qui était à ce moment-là en cours. Et les expériences se sont terminées en 1998. Il y a eu assez rapidement une publication
publications dans le journal, hein, les publications, ce qu'on appelle les proceedings de la Society for Psychical Research. Tu dois commencer à être familière avec ce nom-là parce que presque tous les mardis, j'évoque la Society for Psychical Research. C'est une organisation, c'est la plus vieille organisation de recherche, entre guillemets, scientifique sur les phénomènes de hantise et de phénomènes paranormaux. Elle existe depuis la fin du 19e siècle. Son siège central est à Londres. Et bien sûr, UK? Au UK, bien sûr, avec l'accent. Et dans cette organisation, elle a suivi, bien sûr, les modes du temps, comme l'IMI à Paris. Hein. L'IMI, c'est l'Institut métapsychique international. Ça aussi, c'est un nom qu'on devient de plus en plus familier parce que j'en parle souvent. Ce sont pour moi des organisations modèles. Hein. Si j'avais à appartenir à une association qui fait de la recherche rigoureuse, ben j'irais du côté de la Society for Psychical Research, ou j'irais du côté de l'Institut métapsychique international, si c'était des sujets qui me passionnaient comme investigateur, mais probablement pas avec le groupe de chasseurs de fantômes de Quatico. Non. Ça serait moins. Mais bon, ce sont des organisations, bien sûr, qui font un travail sérieux. Mais comme toute organisation qui essaie de se définir comme des associations scientifiques, mais qui, il faut bien le dire, puis je sais que ça va peut-être faire frissonner quelques auditeurs, mais c'est vrai que les phénomènes de parapsychologie, si la parapsychologie a été reconnue depuis 1969 comme étant un sujet de recherche scientifique, ça ne veut pas dire que la parapsychologie est reconnue comme une science. Donc, on a tendance encore à la définir comme une pseudo-science. Mais c'est vrai que ceux qui s'intéressent à ces sujets-là, les gens qui sont partie prenante dans la recherche en parapsychologie, trouvent ça un peu insultant quand on définit la parapsychologie comme une pseudo-science, mais c'est vrai que si on essaie de jouer la carte rigoureuse de la science, elle n'est pas reconnue d'emblée par la communauté scientifique. C'est une recherche un peu marginale, mais bon, pas aussi marginale que de courir après le monstre du Loch Ness ou le Sasquatch, là, mais c'est quand même, on est vraiment ici là à la frontière, et je sais que lorsqu'on parle de ces phénomènes paranormaux, j'évoque souvent cette zone frontière qui met la parapsychologie avec à peu près qui loge la parapsychologie à la même enseigne que les phénomènes religieux, et c'est peut-être l'une des raisons pourquoi la parapsychologie a tellement de difficultés à s'imposer comme une science nouvelle, une science non matérialiste. Hein, parce que la science, telle qu'on la connaît depuis le 19e siècle, on fait face à une science qu'on dit science matérialiste, donc une science qui ne considère que ce qui est possible de reproduire en laboratoire. C'est un bon modèle. Je veux pas critiquer ce modèle de la science. C'est un bon modèle. Ça nous a permis, dans certains cas, de faire progresser les recherches sur le cancer. Ça nous a permis de faire des transplantations d'organes. Ça nous a permis d'aller sur la Lune. Donc, cette science matérialiste, il ne faut pas la maîtriser. C'est une science qui a permis l'homme quand je dis l'homme, bien sûr, et les femmes, ça va de soi, les hommes et les femmes du 19e et du 20e siècle de rentrer dans un monde de connaissances. Mais dans ça la reste modernité, carrément. Oui, mais ça reste une science matérialiste, et tout phénomène qui ne peut pas être placé sous un microscope ou dans un laboratoire devient un peu une science marginale. C'est malheureux parce qu'il y a tout un ensemble de phénomènes qui ont marqué l'évolution humaine, qui marquent encore l'évolution de l'homme, qui ne se placent pas sous un laboratoire, et ces phénomènes-là sont mis un peu de côté. Ça devient du folklore, de la superstition, des croyances, et pourtant ça fait partie prenante de l'évolution humaine. Mais bon, je ferai pas un procès de la science, mais disons que quand je parle de la science matérialiste, je n'en parle pas de manière péjorative, je ne fais que souligner qu'il y a un ensemble de phénomènes souvent difficiles à cerner qui ne sont pas reconnus par la science parce que justement ils ne répondent pas aux balises qu'impose cette science matérialiste, et la parapsychologie est malheureusement de ce nombre. Donc, ce sont deux grandes sociétés, l'Institut métapsychique international à Paris, la Society for Psychical Research à Londres, et à partir du moment, dans le cas de l'expérience de Scole, dont on va parler à partir du milieu des années 90, l'expérience a commencé
1993. En 1995, il va y avoir des observateurs de la Society for Psychical Research qui vont assister à ces réunions, à ces expériences. Ils vont publier dès 1998 un très important compte-rendu de près de 300 pages dans les proceedings de la Society for Psychical Research. Donc, à partir de là, les informations sont disponibles et ça va devenir un sujet de discussion dans les milieux de la parapsychologie. J'y étais. À cette époque-là, j'étais partie prenante. J'avais ma propre organisation de recherche sur les phénomènes paranormaux. Ah, oui. Écoute, j'étais à fond, mais bon, j'ai tout abandonné ça en 1995. D'ailleurs, à peu près à la même époque où la Society for Psychical Research va commencer à faire partie des expériences de Scole. Mais bien sûr, comme j'étais très, très, très embrigadé dans ce sujet-là, c'est des choses qu'on discutait entre nous. C'était aussi une époque, puis je sais que je me répète, les gens diront parce que c'est un vieux monsieur, mais je me répète, mais à l'époque, dans les années 90 aussi, on avait des réunions. On avait, même si j'ai pris un pas de recul vers les associations, je ne voulais plus être associé à quelque organisation que ce soit, mais à l'époque, à la fin, au milieu des années 90, et je te dirais même jusqu'au début des années 2000, l'Internet était naissante et on avait encore ces activités un peu étranges qui s'appelaient réunions. Donc, oui. on faisait ça. Fait qu'on se réunissait, moi je me rappelle de très très beaux moments où on se réunissait, tu sais, du genre sous-sol d'église, salle de cafétéria à l'université, et on se retrouvait des dizaines de personnes et on échangeait autour des publications de ce qui se racontait dans les milieux du paranormal. Et l'expérience de Scole a été souvent évoquée, puis on en a discuté. Donc, là, les gens nous écoutent depuis 10 minutes, mais ils vont-tu en parler? C'est quoi l'expérience de Scole? Quitte à en faire une deuxième partie la semaine prochaine si on n'a pas le temps de tout couvrir. À première écoute, pour les auditeurs, tout à l'heure, la vidéo, on a l'impression que le Scole Experiment, c'était recherché quasiment comme l'Expo 67. Là. C'était de renommée mondiale. Ah oui, absolument, absolument. Ça a été quelque chose de très, très important. Donc, on va retourner dans le temps, on va retourner en 1993. Et on va suivre l'évolution de cette expérience de Scole. On va voir quels sont les points faibles, quels sont les points forts, l'argumentaire des partisans, l'argumentaire des sceptiques. Donc, en 1993, on a un couple, Robin et Sarah Foy. Ces gens-là habitent Scole. Comme je l'ai mentionné, c'est un petit village qui se trouve juste sur la frontière du Norfolk et du Suffolk en Angleterre. Mais ça se trouve vraiment... Techniquement, là, l'adresse postale nous situe dans le Norfolk, même si vraiment la frontière passe au milieu du village. Okay. Donc, on a Robin et Sarah Foy. Ce sont des gens, lui, travaillent dans le milieu du papier, en l'industrie papetière, la presse et tout le reste. Et Sarah Foy, elle a plusieurs chapeaux, mais notamment celui d'institutrice. Et ces gens-là, il faut le dire, ce sont des passionnés des phénomènes spirites. Et ils s'interrogent, depuis quelques années, le couple s'interroge sur la disparition de ce qu'on a appelé les phénomènes les séances spirites avec manifestation physique. Ça a été des phénomènes qui ont été très importants à la fin du 19e et début du 20e siècle. J'avais fait une émission il y a quelques années avec Marceau, on avait parlé de probablement l'une des choses les plus étonnantes qui m'a été donnée de voir comme enquêteur du paranormal, ce sont ce qu'on a appelé des moulages spirites. Oui. Donc, pour te situer et pour situer un peu les auditeurs, parce qu'ils vont bien comprendre de quoi on parle. Au début du 20e siècle, on est en 1920, là, si on veut donner une date précise. En 1920, l'Institut métapsychique international à Paris, un peu l'équivalent de la Society for Psychical Research à Londres, donc l'Institut métapsychique international à Paris, décide d'inviter un médium qui, lui, est capable, semble-t-il, de produire durant des séances spirites des apparitions, des manifestations physiques. Et donc, lorsqu'il fait ces séances, qui se tiennent généralement dans l'obscurité ou dans une semi-obscurité, il va produire des phénomènes autour de lui, notamment des phénomènes ectoplasmiques.
Les ectoplasmes, c'est comme une substance un peu vaporeuse, éthérique, qui va sortir de la bouche, du nez, de différents orifices, imagine tout ce que tu veux, de différents orifices du médium, et qui vont produire parfois des formes. Ça peut être simplement une espèce de vapeur. Parfois, ça peut prendre la forme d'un visage, d'une main. Donc, ce sont des phénomènes qui sont très, très éphémères. Hein. Ils durent quelques secondes, quelques instants durant la séance. Et au moment, même dans certains cas, on va produire de la matière ectoplasmique. Mais dès que la séance spirite prend fin, ces formes disparaissent. Et s'il y a résidu ectoplasmique, il disparaît assez rapidement, il se résorbe de manière à ce qu'on ne peut jamais en garder un échantillon pour l'analyser. Je sais que aujourd'hui, en 2022, je parle de ça peut nous sembler très étrange, même à la rigueur, ça peut paraître loufoque, mais il faut se replacer dans la position qu'on est en 1920, et c'est un moment charnière dans l'histoire de la parapsychologie. On est vraiment au moment où on va passer du spiritisme à la recherche sérieuse et rigoureuse en sciences. Donc, l'Institut métapsychique international va faire quelque chose qui, encore aujourd'hui, en 2022, nous fait nous creuser la tête. Ils vont inviter un de ces médiums capables de produire ces ectoplasmes, et ce médium s'appelle Franek Klosky. Klosky se présente donc à Paris et il va, lors de tout un ensemble, une série de séances qui sont très rigoureuses. Encore une fois, il faut se rappeler qu'on est en 1920, très rigoureuse. Ça veut dire qu'on fouille les poches du médium, on va le déshabiller puis le rhabiller. Le médium demande que les séances soient dans la semi-obscurité, donc on utilise les moyens du bord. Et durant ces séances, on va placer sur la table devant les participants, sur la table ou sur le sol, une bassine qui contient de l'eau bouillante, sur laquelle flotte une mince couche de paraffine. C'est la cire qu'on utilise dans les chandelles. Donc une mince couche de paraffine liquide flotte sur cette eau bouillante. Et les participants et les parapsychologues qui ont invité Franek Klosky vont demander à Klosky de commander, entre guillemets, aux esprits, s'ils se manifestent, de plonger la main dans la bassine pour créer des moulages de leurs mains, de leurs pieds, de leur visage, tout ce que tu voudras, de laisser une empreinte de leur passage. Donc la séance se passe à peu près comme suit. Les gens sont donc réunis, on est autour de la table, Klosky contacte ces esprits de l'au-delà et soudainement on voit une main un peu fantomatique qui peut apparaître devant la table. D'ailleurs, de ces mains fantomatiques, il y en aura qui seront produites durant l'expérience de Scole. Donc ces mains fantomatiques apparemment de l'au-delà vont venir, vont mettre leurs mains, donc on entend un peu comme la paraffine qui gigote. Et là, soudain, on voit sortir de ce bac une main, qui est comme, en réalité, c'est un gant de paraffine à l'intérieur duquel se trouve la main fantôme, et ça vient se déposer sur la table, et lorsque la séance se termine, l'esprit, entre guillemets bien sûr, l'esprit retourne dans l'au-delà, et il ne reste devant les participants que ce moulage, que ce gant fait de paraffine. Rapidement, on va couler du plâtre à l'intérieur pour les préserver, et au moment où on se parle, donc en 2022, il y a encore à l'Institut métapsychique international à Paris, quelques-uns de ces moulages qui ont été produits en 1920. Malheureusement, les autres ont été perdus ou brisés. Et personne n'a jamais réussi à reproduire ça. Les moulages que produit Franek Klosky, ce sont des moulages, puis je pense qu'on en a déjà parlé ensemble. Dans une émission avec Marceau, on avait même invité le directeur de l'Institut métapsychique international qui est intervenu en ondes, qui est le gardien de ces moulages, Mario Varvoglis. Et j'ai eu la chance de les avoir entre les mains, de les manipuler, pour les décrire un peu aux gens qui nous écoutent. Ce sont des moulages qui représentent des mains humaines dans différentes positions. Parfois, il y a une main, parfois, il y a deux mains. Lorsqu'il y a deux mains, elles ont les doigts joints, les doigts entrelacés. Donc, tu t'imagines que si tu essaies de mettre tes deux mains jointes dans un bac de paraffine, puis tu essaies de les sortir après, ça va être difficile de pas briser le moule. C'est ça. Tu comprends? Tu sais, c'est comme bon. Et donc, on a des mains, parfois les doigts joints, etc., où les doigts sont placés dans des positions étranges. Mais ce qui est le plus surprenant de ces moulages, même si tu te places
places les deux mains avec les doigts joints dans un bac de paraffine, tu pourrais éventuellement, avec beaucoup d'efforts, réussir à sortir tes mains sans briser le moule. Mais le problème avec les moulages réalisés par Franek Kloski, c'est qu'on voit très bien que ce sont des mains d'adultes. On peut voir les veines, on peut voir les rides de la peau. Donc, je te dirais des mains de personnes, d'hommes ou de femmes d'âge moyen, donc dans la quarantaine. Mais les mains ont la taille d'un enfant de 10 ans. Ce sont des toutes petites mains. Et bien sûr, ça ne correspond pas aux mains de Franek Kloski. Franek Kloski était un individu qui mesurait 1m75, tu sais, un adulte normal. Or là, on voit vraiment que ce sont des mains d'enfants. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais ce sont des mains qui présentent les caractéristiques de mains d'adultes. Et quand il y avait ces moulages-là en question, est-ce qu'il y avait d'autres phénomènes peut-être paranormaux qui se passaient Oui, autour? la table pouvait bouger, il y avait des coups qui étaient frappés dans les murs. Donc, c'était accompagné de d'autres phénomènes. Mais c'est surtout ces moulages qui est impressionnant. Et là, les gens ont essayé de trouver toutes sortes d'explications. Est-ce que Kloski aurait pu, par exemple, le seul moyen, c'est que Kloski aurait introduit dans le laboratoire des mains prises sur des cadavres de nains, de petites personnes, à la morgue. Il aurait pu les amener dans le laboratoire et faire des moulages, ou les ramener chez lui, faire des moulages de ces mains-là, les dissimuler sur lui, et au moment de l'expérience, sortir le moulage et le mettre sur la table de manière discrète. Mais il y a plusieurs problèmes avec ça. D'abord, Kloski était fouillé avant d'entrer dans le laboratoire. C'est ça. Et à quelques reprises, à la dernière seconde, alors que toutes les portes sont fermées, tout ça, et qu'on se prépare à s'asseoir, les participants, les organisateurs de la séance ont versé dans la paraffine soit du colorant, du genre bleu de méthylène, ou on a mis du glucose. Donc une matière graisseuse qu'on retrouvait dans la paraffine. Et lorsque les moulages ont été faits, dans ces séances, on a regardé le moule, en fait, on a regardé la consistance de la paraffine et on a découvert que dans la paraffine, il y avait le bleu de méthylène ou encore le glucose qu'on avait placé. Donc, forcément, les moulages ont été faits durant les séances. En aucun temps, Kloski aurait pu fabriquer le moulage ailleurs et l'introduire dans le laboratoire parce qu'il ignorait d'avance qu'on mettrait au dernier moment des substances, des marqueurs dans la paraffine qui permettraient de déterminer à quel moment le moulage a été fait. Et même s'il avait des contacts, ça me paraît un peu farfelu qu'ils réussissent à en éclabousser pour que ça ait l'air naturel. Donc, on sait que ça a été fait là. Les séances duraient en moyenne, avec Kloski, chaque séance durait à peu près une quinzaine de minutes. Dans le cas des expériences avec Franek Kloski, qui ont été filmés par les gens de l'Institut métapsychique international, les gens étaient réunis autour de la table et se tenaient par la main. Donc, à moins que Kloski ait eu à l'intérieur de l'Assemblée des complices, ce qui est peu vraisemblable, puisque tous les gens qui étaient là étaient des gens de l'Institut métapsychique, ils étaient là pour étudier le phénomène, et donc Kloski était un étranger parmi une confrérie de scientifiques. Donc, c'est peu vraisemblable que l'un d'entre eux aurait joué un peu la fraude en se faisant l'acolyte de Kloski. Donc, les moulages ont forcément été faits durant les séances. Or, à ce moment-là, on voit pas comment Kloski, puisque les gens se tenaient par la main et leurs pieds étaient collés les uns sur les autres, même si la séance se déroulait dans l'obscurité ou une semi-obscurité, tu comprends que si Kloski avait lâché la main de son voisin de droite ou de gauche, on s'en serait rendu compte. Donc, comment, en trompant les voisins qui le tenaient par la main, en trompant les gens également qui avaient leurs pieds à côté sur les pieds de Kloski, comment aurait-il fait pour manipuler une main qu'on ne sait pas une main de petite personne qui aurait réussi à introduire dans le laboratoire pour faire un moulage au milieu de la pièce en 15 minutes sans que personne ne se rende compte de rien. C'est peut-être là qu'arrive la main de cadavre. Ouais, c'est poche. Oh mon Dieu, il a une main frette, lui, à soir. Donc, on sait pas. On n'a jamais réussi, et je dis pas que les moulages de Kloski sont la preuve d'une communication avec l'au-delà. Loin de mon discours de dire ça. Mais j'ai vu les mains, j'avoue que c'est renversant, et encore aujourd'hui, en 2022, on sait pas comment ça a été fait. Si Kloski a utilisé un truc, ce que je crois,
Hein? Mais ça n'implique que moi. Là, ici, on est vraiment dans l'univers de la croyance. J'ai aucune preuve pour étayer ça. Mais si Kloski a utilisé un truc, ce que je crois, parce que croire que Kloski a utilisé un truc est moins dérangeant pour moi que de croire qu'il a contacté l'au-delà et qu'il a demandé à des fantômes de mettre le main et le pied dans de la paraffine. Mais bon, disons que s'il a utilisé un truc, il l'a emporté dans sa tombe avec lui. Hein? On ne sait pas comment il s'y est pris. Et même aujourd'hui encore, j'ai vu... Souvent, j'aime bien le travail que font certains sceptiques, mais parfois, je trouve que on fait les coins ronds, puis on fait dire des choses qui sont pas tout à fait vraies. Hein. Je sais qu'il y a quelques années, un scientifique italien, membre de l'association sceptique italienne, le docteur Garlaschelli, a reproduit certains moulages en paraffine, avec les doigts croisés, les doigts entrelacés, sans briser les moules. Et il a présenté ça en disant, ben voilà, c'est de cette manière que Kloski ou d'autres médiums qui produisaient ces effets au début du 20e siècle s'y sont pris. Ce que le docteur Garlaschelli ne dit pas, hein, c'est bon pour tromper les ignorants. Hein, quand il dit ça, il oublie de nous dire que ces moulages, à lui, ont la grosseur de ses mains. Hein, c'est pas des mains d'enfant, contrairement à ce que Kloski faisait. Donc ça, il se garde bien de nous dire ça. Il a réussi à produire ces moulages-là en utilisant une paraffine qui était élastique. Il s'était recouvert les mains au départ d'une sorte de gelée, hein, comme de la vaseline. Il s'est mis les mains dans la paraffine, ensuite il les a mis dans un bac à eau pour refroidir le gant de paraffine. Ensuite, avec de nombreux efforts et contorsions, il a réussi à retirer ses mains sans briser les moules en paraffine. Mais quand il présente ça au public, il ment sur plusieurs éléments. D'abord, les mains produites par Kloski étaient clairement des mains d'enfant, contrairement au moulage produit par le docteur Garlaschelli. Ensuite, Garlaschelli, pour produire ces moulages, a dû faire preuve d'énormément de contorsions et d'une patience énorme pour pouvoir sortir ses mains sans briser le moule. Ce que Kloski n'a visiblement pas fait, puisqu'il était entre guillemets, sous contrôle par les laborantins qui étaient avec lui durant les séances de spiritisme. Et troisième élément, Garlaschelli a utilisé une paraffine qui n'existait pas en 1920. Le type de paraffine utilisé par Garlaschelli contenait des éléments chimiques qui permettaient une extension, une élasticité de la paraffine, ce qui n'existait pas en 1920. En 1920, déjà, juste avec ce détail-là, pour moi, il est discrédité tout de suite. Oui, absolument, parce que là, il dit, j'ai pris de la paraffine. Oui, mais la paraffine de 2020 n'est pas la paraffine utilisée en 1920. Hein. Il y a un siècle entre les deux. Les compositions chimiques ont changé. Donc c'est un peu mentir aux gens. Et je veux pas être méchant, mais Houdini a fait exactement la même chose. Hein. Lorsque ces phénomènes ectoplasmiques se produisaient en Europe, tant en France qu'en Angleterre, là, je sais que je suis en train de dériver de mon expérience de school, mais le sujet me passionne tellement, écoute, je pourrais t'en parler pendant des ans. Mais bon, Houdini, lorsque ces phénomènes spirites sont apparus, les phénomènes physiques spirites, Harry Houdini, comme il n'y avait pas beaucoup de photos dans les journaux, hein, les photos étaient généralement réservées, parce que c'était toute une job, là, des photos en 1915, en 1920, là, publier une photographie, c'était quelque chose, là. Ça commençait dans la presse et on gardait généralement, parce que c'était assez compliqué de prendre des photographies. Donc, on gardait des photographies pour des personnalités très importantes, pour des événements très importants, mais les petits éléments un peu anecdotiques, ce qu'on appellerait aujourd'hui le fait divers, c'était pas accompagné de photographies. Donc, les gens aux États-Unis pouvaient lire, par exemple, ah oui, des spirites en Europe ont produit des moules, etc. On lisait l'information, ça circulait aussi dans des magazines, hein, il y avait des petits magazines, parce que le spiritisme à l'époque, hein, il faut se remettre là, au début des années du 20e siècle, le spiritisme était très populaire. Il y avait aujourd'hui on appellerait ça des fanzines, mais des espèces de newsletters, des petits magazines spirites qui racontaient toutes sortes d'histoires. Ah ouais, comme des légendes un peu, là. Non, c'était vraiment des magazines, c'était des publications spécialisées qui circulaient sous le manteau. Là, tu trouvais pas ça au dépanneur, mais les cercles spirites qui s'étaient formés avec l'avènement du spiritisme, donc à la fin du 19e, début du 20e siècle, ces gens-là formaient une grande communauté. Certains les décrivaient quasiment aussi comme du banditisme, hein, parce que beaucoup de ces médiums exploitaient le malheur des gens. Hein. Oui, certains médiums regardaient même les petites annonces pour aller se présenter dans des cérémonies de funérailles, pour aller voir les endeuillés, dire vous avez perdu votre fils, je peux communiquer avec lui. C'était vraiment se tromper de nom de grand-mère. Oui, c'était vraiment de l'escroquerie, de l'escroquerie organisée à grande échelle. Et tu comprends que il y avait à travers ce milieu-là,
il y avait énormément de manipulation, de fraude, mais il y avait ces magazines qui circulaient puis qui racontaient que un médium a fait ceci, un médium a fait ça, et on entendait parler à travers ces publications que des médiums en Europe avaient produit des effets, dont notamment les fameux moulages réalisés par Franek Kloski. Et quand Houdini a entendu parler de ça, il s'est dit, je vais montrer aux gens que ce n'est pas une preuve de l'au-delà. Et parce que Houdini, il faut savoir que dans les dernières années de sa vie, les 3-4 dernières années de sa vie, il les a pratiquement consacré à combattre le spiritisme. La magie était presque devenue secondaire pour Houdini. C'était ce combat qu'il livrait contre les spirites, principalement après la mort de sa mère. Il avait dit, au début, il était assez ouvert au spiritisme, mais quand sa mère est décédée, Houdini avait une relation très fusionnelle avec sa mère. Et il avait dit à sa mère, si il y a une vie après l'au-delà, donne-moi un signe quelconque. Et après le décès de sa mère, Houdini est allé voir des médiums. Et durant certaines séances, les médiums, oui, je parle avec ta mère, elle me dit ceci, cela. Et rapidement, Houdini s'est aperçu que ces gens-là lui contaient des bobards. Parce que le véritable nom de Harry Houdini, c'était Eric Weiss. Donc, à un moment donné, quand le médium dit ta mère me parle, elle dit Harry, Houdini se levait, dit ma mère m'aurait jamais appelé Harry. Elle m'appelait Erika ou quelque chose comme ça. Donc, très rapidement, il a vu qu'il y avait de la fraude là-dedans, puis il a dénoncé ça fortement. Mais en même temps, des fois, tu vas trop loin. Et Houdini, lorsqu'il entendait parler ou lorsqu'il a entendu parler de ces moulages qui ont été réalisés en Europe, il est sur scène pour dénoncer les spirites. Il disait aux gens de l'auditoire, il dit, je vais vous montrer comment ils font. Et là, Houdini prenait sa main, la plongeait dans un bac de glace, et quand elle était assez froide, il la plongeait ensuite dans un bac de paraffine, faisait 3 ou 4 allers-retours comme ça, pour créer 3 ou 4 bonnes couches de paraffine. Là aussi, c'était recouvert la main d'une gélatine et il enlevait le moule. Mais tu comprends que le moule, quand il avait fait ce moule-là, ça dépassait jamais le renflement du pouce vers le poignet. Parce qu'une fois que tu as dépassé le poignet, tu comprends que tu peux plus sortir ta main sans briser le moule. Si t'as le poignet, ton poignet il est plus étroit que ta main, tu sais. Et surtout si tes doigts sont bien placés sur la tranche et non pas regroupés, là. Donc Houdini s'assurait de faire un moulage facile à produire, facile à déloger. Et là, il montrait aux gens. Et comme la plupart des gens n'avaient jamais vu de photos de moulage spirit, n'en avaient lu que des descriptions, les gens restaient assez convaincus. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais dans les faits, c'était convaincre des ignorants parce que dans les faits, les moulages produits par Kloski présentaient des caractéristiques très particulières et encore aujourd'hui, en 2022, on ne sait pas comment Kloski s'y est pris et en utilisant la paraffine de cette époque, en reproduisant les conditions dans lesquelles les moulages ont été faits, on n'a pas été capable de reproduire des moulages comme ceux de Franek Kloski. Encore une fois, j'insiste, ça ne veut pas dire que c'est la preuve que l'au-delà se manifeste, mais j'avoue que là, ici, c'est une énigme dont je n'ai pas la solution. Ce qui nous ramène... Oui. Je sais. Veux-tu qu'on fasse une petite pause entre les deux? Oui, on prend une petite pause, puis après ça, je vais essayer de te résumer l'expérience de Skoll. Bien sûr, restez là, on a quelques minutes de pause à faire. Vous écoutez Radio X-Files, on est de retour d'ici 2-3 minutes. Radio X-Files. Avec Christian Page et Camille. Radio X. Comme le dit l'expression, revenons à nos moutons, Christian. Et je peux déjà Exact. décréter que ce sera la première partie de l'expérience de Skoll ce soir. Je t'écoute. Donc, on revient à ce couple, Robin et Sarah Foy. Comme je l'ai mentionné, elle institutrice, lui travaille dans l'industrie papetière. Ce sont des gens qui sont passionnés par les phénomènes spirites. Et ils s'interrogent, pourquoi est-ce qu'on a vu disparaître les séances spirites avec phénomènes physiques, comme ceux produits par Kloski. Donc, c'est vrai que ces phénomènes, au tournant de la Première Guerre mondiale, ces phénomènes ont progressivement disparu. Et lorsqu'on est arrivé au milieu des années 30, des années 40, les séances de spiritisme se résumaient à des coups frappés sur une table ou des tables qui bougeaient. Mais ces grands phénomènes avec apparition ectoplasmique, tout ça, avaient à peu près disparu. Donc, c'est un peu la question que Robin et Sarah Foy se posent en 93. Est-ce qu'il serait possible de reproduire des séances de spiritisme
en reproduisant, en espérant produire des effets ectoplasmiques ou des effets physiques. Donc, ils vont réunir autour d'eux un groupe de gens qui sont des médiums, et ces gens-là vont choisir, parce que c'est une donnée en parapsychologie, l'une des règles qui avait d'ailleurs été établie lors de l'expérience de Philippe le Fantôme. Là, je n'entrerai pas là-dedans parce qu'on pourrait en parler pendant des heures, mais on essaie de garder toujours le même lieu, toujours les mêmes participants. Pour les mêmes paramètres. Oui, ça va aider. Hein. Il y a comme une espèce de convivialité qui s'installe entre les gens, une familiarité avec les lieux, et on croit en parapsychologie que tout ça aide à produire des phénomènes physiques. Okay. Donc ces gens-là vont choisir le sous-sol. C'est une maison de location. Hein. Les Foy louent la maison où ils habitent, et ils vont aménager au sous-sol une petite pièce avec une table, 5 ou 6 chaises autour, et c'est là qu'ils vont mener leur expérience. Et assez rapidement, il y aura au départ, ils se réunissent 2 fois semaine. Ils vont suivre cette cadence-là pendant pratiquement 2 ans. Faut vraiment, c'est très astreignant de répondre à un agenda aussi régulier. En 2 fois semaine, pendant 3 heures, les gens vont se livrer à ces expériences. Donc, on se rend chez les Foy ou sous-sol, médium et bien sûr le couple Foy, et on s'assoit autour de la table et on contacte les esprits. Ça se fait dans une obscurité totale, hein, c'est vraiment le total, il n'y a même pas de lumière infrarouge, il n'y a rien du tout. Les participants portent autour de leur poignet des petits bracelets fluorescents qui se rattachent avec des attaches en velcro. Donc, on peut voir, même si on est dans l'obscurité, les gens ont les mains à plat sur la table. Ils ont ces bracelets à chacun de leurs poignets qui sont fluorescents. Donc, on voit la fluorescence des bracelets. Et si l'un d'entre eux aurait enlevé son bracelet dans le silence de la salle, le velcro aurait fait crouch. Tu comprends? Donc, ça aurait été difficile de retirer le bracelet. Et quand on plaçait les bracelets au début, on les plaçait de manière assez serrée autour des poignets des participants pour pas que le participant puisse retirer sa main. C'était la mesure de contrôle. Ce sont pas des scientifiques, ces gens-là, mais ils essaient de mettre en place des mesures de contrôle. Donc, ça se fait dans l'obscurité la plus totale. Et il va se produire durant les expériences de Scole, au début, là, dès les 2 premières années, ils vont produire un certain nombre d'effets physiques assez particuliers. Ils vont entendre des coups dans les murs. Les médiums, bien sûr, vont entrer en communication avec des défunts par un phénomène d'incorporation. Donc, c'est le médium qui parle avec la voix du défunt qui s'exprime au milieu de la salle. Mais mieux que ça, il y a parfois des voix qui vont apparaître qui ne sont pas les voix des médiums. Ce sont des voix qui apparaissent, semble-t-il, au milieu de la pièce, comme dans l'air, comme si la voix venait d'au-dessus d'eux. Donc, cette voix s'adresse à eux. Et ces voix-là sont très différentes des voix des médiums. Il y a des phénomènes lumineux qui vont se produire, principalement des petites sphères de lumière qui traversent l'air. Hein, ils les voient, ce sont vraiment des lumières un peu comme... j'ai vu quelques films qui ont été réalisés, ça ressemble un peu à des bouts de cigarettes, par exemple. Hein, c'est des petites lumières qui circulent un peu comme si tu tenais une cigarette allumée, là, puis tu la promenais dans l'obscurité. Donc, on voit ça. Et ce qui est assez étonnant, ça sera démontré plus tardivement avec l'intervention des gens de la Society for Psychical Research, mais ces lumières sont capables de passer à travers la matière. Passe à travers, par exemple, on suit sa trajectoire, la lumière va passer comme à travers la table, elle va ressortir plus loin dessous la table, en traversant le panneau de la table, et même elle va passer à travers les participants. Oh. Et plus tardivement, lorsque la Society for Psychical Research va être invitée à participer à ces expériences, ils vont constater que lorsque ces petites sphères de lumière passent à travers la matière, principalement par le plateau de la table, on entend clairement le toc comme si la lumière faisait un pop sur la table. Il y a vraiment comme un contact physique. La lumière est entrée et est ressortie. Donc, il y a toutes sortes de phénomènes comme ça qui se produisent. C'est très spectaculaire. Même si c'est dans l'obscurité, c'est très spectaculaire. Ils vont produire des effets ectoplasmiques aussi, donc ces espèces d'apparitions un peu fantomatiques, principalement des mains. Hein, je l'ai mentionné un peu plus tôt lorsque je parlais des expériences d'Oklowski. Donc, des mains vont apparaître durant les expériences de Scole, et ces mains vont parfois toucher les gens, les participants. Et ces mains, encore une fois, il faut se référer à un des témoignages. Une des dames qui était là dit « Lorsque la main m'a touché, j'ai mis ma main sur le bras du
fantôme, entre guillemets, et quand j'ai remonté, quand je suis arrivé à la hauteur de l'épaule, il n'y avait plus rien. C'était uniquement comme une main avec un bras. Bon. Donc, ces gens-là sont très impressionnés. Et on les comprend, ils produisent, ils ont un agenda rigoureux, ils maintiennent ces séances 2 fois semaine, tout ça, et ils sont étonnés par les résultats qu'ils obtiennent. Ils essaient de mettre en place des mesures assez rigoureuses pour pouvoir documenter ces manifestations. Ils ont des comptes rendus qu'ils vont publier à partir de 1994 dans une petite lettre d'information qui s'appelle le New Spiritual Scientist. C'est un feuillet, là, c'est 3-4 feuilles dans lesquelles ils racontent les expériences qu'ils ont menées, quelles étaient les mesures de contrôle, et ils racontent les résultats obtenus. Peu à peu, cette lettre d'information circule dans les milieux spirites qui s'intéressent à ces phénomènes, et éventuellement, c'est de cette manière que la Society for Psychical Research à Londres va entendre parler de ces histoires-là. Donc, à un moment donné, ils tombent en discutant avec des gens, ils mettent la main sur une de ces publications, là, le New Spiritual Scientist, ils prennent connaissance de ça, ils sont assez surpris des expériences qui sont menées à Scole par le couple Foy, ils vont les contacter, et c'est comme ça, donc, en 1995, que des gens de la Society for Psychical Research vont être invités à participer à ces expériences. Il y aura une quinzaine de scientifiques de la Society for Psychical Research qui vont se rendre à Scole, qui vont participer à ces expériences. C'est sûr qu'à cause d'un agenda, la distance avec Londres, en Scole, c'est pas aux côtés de Londres. Donc, à cause de ces éléments-là, on va quand même diminuer la régularité des expériences. Elles seront menées non plus 2 fois semaine, mais 1 fois semaine, ce qui permet davantage de liberté pour les participants et également pour les observateurs. Donc, les gens de la Society for Psychical Research vont se rendre sur place. Il y a des grands noms de la recherche en parapsychologie. Ça me donnerait rien de les mentionner ici parce que c'est des noms qui ne diront rien aux auditeurs. Mais il y en a un peut-être qui va sonner une cloche, un type qui s'appelle Rupert Sheldrake. Rupert Sheldrake, qui est bien connu probablement des auditeurs ou des gens qui s'intéressent minimalement à la recherche en parapsychologie parce qu'il s'est beaucoup intéressé au psy animal. C'est un biologiste de formation. Il s'est beaucoup intéressé au psy animal. Il a écrit un ouvrage dont le titre en français c'est « Ces chiens qui attendent leur maître ». Donc, des expériences comme si ton animal pouvait deviner à la maison. On a fait des tests, puis par exemple, même si on était dans un endroit fermé, qui avait pas de lumière du jour, parce que bon, évidemment, on peut toujours se dire que si ton chien sait que t'arrives à 4 heures l'après-midi, à 4h moins 5, il devient énervé. Les gens diront, ouais, c'est parce que à cause de la différence de lumière, il sait que c'est à ce moment-là que tu vas arriver à la maison. Donc, on a fait des expériences, on a mis les animaux dans des pièces non éclairées, et pourtant, quand arrivait dans quelques minutes avant l'arrivée du maître, et même si on changeait l'heure d'arrivée du maître, on voyait un comportement inhabituel chez l'animal, comme s'il y avait une perception de l'arrivée du maître. Bref, ce sont des ouvrages qui ont été très populaires. Ça a été publié dans les années 80-90. Sheldrake a écrit 4 ou 5 ouvrages sur le sujet. Le plus célèbre, c'est celui de les chiens qui attendent leur maître. Donc, Sheldrake est un biologiste très respecté qui s'intéresse à ces phénomènes. Il est très critique, comme je l'ai été un peu en début d'émission, par la science rationaliste. Donc, tu comprends que les scientifiques aiment bien tirer à boulet rouge sur Sheldrake parce qu'on trouve qu'il est un peu laxiste comme biologiste, mais il fait quand même un très, très bon travail. Donc, Sheldrake, qui est un peu une star de la parapsychologie britannique, était l'un des participants à l'expérience de Scole, donc il a assisté à ces expériences-là. Et bien sûr, on avait parmi ces participants de la Society for Psychical Research, il y avait un type qui s'appelle James Webster. James Webster fait partie du cercle des magiciens professionnels de Grande-Bretagne. Il a fait de la scène pendant de longues années. Il enseigne la magie. Donc, l'une des personnes les plus aptes à déterminer s'il y a manipulation ou falsification, c'est bien sûr un magicien. Donc, lorsque les gens de la Society for Psychical Research arrivaient chez les Foy, on pénétrait dans la pièce, les gens avaient toute habilité pour s'assurer que la pièce était normale, qu'il n'y avait pas de micro caché, rien de trucs comme ça. Et ensuite, l'expérience se déroulait et bien sûr, le magicien qui était parmi les observateurs s'assurait que
que rien ne ressemblait à un truc de magie. Il y a des éléments qui sont spectaculaires dans l'affaire de Skoll, et l'élément le plus spectaculaire demeure les photographies. Des photographies parce que il y avait des photographies qui se prenaient, bon, d'abord, il parle avec les fantômes. Quand je dis il parle avec les fantômes, là, je me garde bien de dire qu'une vie après l'au-delà, là, je ne suis que la personne qui rapporte l'information. Je suis que le messager. Donc, ces gens-là parlent avec des revenants, et là, les revenants leur disent, prenez un appareil photo, puis chargez-le. Donc, ils font ça, placent l'appareil photo sur une petite commode qui est dans la pièce, et à un moment donné, alors qu'on est dans la parfaite obscurité, tout le monde peut voir les bracelets de leur vis-à-vis, donc on sait où se trouvent les participants. Et là, soudain, on entend le déclenchement de l'appareil photo, clic, 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 comme si, puis le clic, clic, clic de l'appareil photo se déplace dans la pièce, comme si l'appareil photo flottait dans l'air et prenait des photographies. Et il va se redéposer sur la commode, et une fois l'expérience terminée, on va récupérer la bobine de film. C'était du film argentique à cette époque, donc on récupère la bobine. Et les gens ont sur place ça ressemblait, les gens aujourd'hui, parce qu'on fait plus d'argentique, mais beaucoup de gens avaient ça chez eux. Ça ressemble à une boîte. C'est comme un photocopieur. Tu rentrais ton film là-dedans, puis il se développait, puis il sortait à l'autre bout. Plein d'entreprises avaient ça, particulièrement des entreprises d'assurance qui développaient beaucoup de photos. Au lieu d'aller porter ta photo dans ta boutique photo chez Walmart, puis attendre une couple de jours avant de récupérer tes photos, ou voulez-vous le service express en 2 heures? Là? Donc, on avait notre petit laboratoire portatif qui permettait de développer immédiatement le film. Donc, ces gens-là ont récupéré les bobines de film dans l'appareil photo, les ont placées dans ce développeur. Ils ont été très surpris de voir, en plusieurs séances, là, c'est pas toujours la même séance, mais au fil du temps, on a vu apparaître des photos, il y avait comme des visages qui apparaissaient là-dedans, comme des photos de lieux, on pouvait voir des cathédrales, des prises de vue générales d'endroits, de lieux. Il y avait des photos on voyait aussi des espèces de bulles qui étaient remplies de visages. Et plus étonnant, on a commencé à voir de l'écriture. Donc, comme si quelqu'un avait écrit sur le film. Et il y avait toutes sortes de langages. Il y avait de l'écriture qui était du vieil allemand, du vieux grec. On avait du sanskrit. On avait de l'écriture grecque. Donc, tu vois différents types d'alphabets et différents types de langages qui n'étaient pas des langages qui étaient familiers des participants qui apparaissaient sur les films. Et éventuellement, la situation c'était encore plus extraordinaire parce que on réussissait à prendre des photos sans appareil photo. Donc, comment on faisait? Les gens arrivaient, on avait simplement la bobine de film 35 mm qui était placée dans son petit conteneur. Bon, pour la jeune génération, là, ça ressemblait à une bouteille de pilule en plastique, puis le film était dedans. On avait cette petite bouteille avec la bobine de film à l'intérieur. On la plaçait sur la table ou sur la commode dans la salle où se tenait la séance. Et là, on demandait aux esprits de produire des effets. Donc, la pellicule n'avait jamais été dans l'appareil photo. Donc, on récupérait le film à l'intérieur de sa petite boîte, de sa petite bouteille de pilule en plastique. Là. On sortait la bobine de film. Le scellant était toujours dessus. Donc, on tirait l'amorce, on la plaçait dans le développeur et on développait la photo. Et là encore, on produisait des photographies qui montraient des lieux, qui montraient des visages, toutes sortes d'éléments qui étaient tout à fait fabuleux. C'est très difficile d'avoir des exemples concrets de ça, ces images-là. Il y en a une, entre autres, je sais pas à quel point elle est fiable, mais on voit vraiment une main, là. Ouais. Une main sous une table, je sais pas. Tu peux, toi, étudier des photos qui avaient été prises? Oui, parce que à la maison, j'ai le rapport de la Society for Psychical Research, le fameux document de 300 pages. Et ce document de 300 pages, les gens qui nous écoutent, qui voudraient en savoir plus, malheureusement, il est disponible qu'en anglais. Mais il y a un livre qui est en fait la reproduction intégrale du rapport de la Society for Psychical Research qui s'appelle The Skoll Reports. Et ça a été écrit par trois des observateurs de la Society for Psychical Research. Okay. Et cet ouvrage-là, il est disponible. Donc, les gens ont simplement à aller sur des sites de vente de livres en anglais. Malheureusement, il est disponible qu'en anglais, qui s'appelle The Skoll Reports. Et on a tous les éléments. Et il y a beaucoup de photographies où on voit justement les images prises, les visages, l'écriture sur les bandes de films, tous ces éléments-là qui témoignent
que des phénomènes mystérieux se produisaient. Il y avait notamment des mécanismes. On plaçait sur la table une sorte de cloche en verre. J'ai vu quelques photographies de ça. C'est assez renversant. Je sais que on s'imagine toujours renversant du genre on va voir un fantôme. Non, mais quand on sait à quel point c'est difficile de produire en parapsychologie des effets réels, il y a des images. Écoute, on avait, déjà, j'avoue que le pop de la lumière qui passe à travers de la table, j'ai à la maison, peut-être que la semaine prochaine, si on fait une suite, je le ferai entendre. J'ai des enregistrements qui ont été faits durant la school, hein. On entend le pop de la lumière qui passe à travers de la table. C'est renversant, là. Et, puis on entend bien sûr les gens qui sont étonnés, hein, parce qu'ils l'entendent aussi. Hein. Eux voient la lumière, et là on les entend, ils sont énervés. Waouh, waouh, waouh. Puis là d'un coup t'entends le pop, 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 la lumière qui passe à travers de la table. Et ce qui est assez intéressant au niveau visuel aussi, c'est qu'on avait placé sur la table une sorte de cloche en verre, hein, qui semblait un peu une cloche à fromage, qui était fermée, scellée, et on demandait aux esprits, hein, toujours entre guillemets, de produire des effets de lumière. Et là on voyait cette cloche de verre s'illuminer avec toutes sortes de phénomènes. C'était très beau, hein? Ça ressemblait un peu à des arcs-en-ciel qui se formaient à l'intérieur. C'était assez étrange. Et des images qui ont été prises par les gens de la Society for Psychical Research, on voit sur certaines de ces images-là que la lumière, ces phénomènes de lumière, ça ressemblait un peu à du plasma, n'étaient pas simplement contenus dans la cloche de verre, mais semblaient comme traverser la paroi de verre et en sortir comme une traînée, un peu comme une traînée de comète qui sortait de la cloche de verre. C'est assez spectaculaire. Comme effet, là, c'est sûr que les gens, on s'attend à voir une image d'un fantôme. Non, on n'avait pas ça, mais on avait des phénomènes physiques qui étaient tout à fait renversants compte tenu des conditions qui étaient là. Donc, les gens de la Society for Psychical Research arrivent, on a ces phénomènes de lumière qui se produisent, on a ces communications qui se produisent, et il y a l'histoire des voix fantomatiques. Ça, les voix fantomatiques, comme je l'ai expliqué, c'est la voix qui parle dans l'air. La Society for Psychical Research ont enregistré ces voix-là. Elles sont clairement des voix différentes des voix des médiums. Ce ne sont pas des voix masquées. Hein, parce que on n'a pas changé. Parce que si moi je parle, je change ma voix ça. Donc on peut, en faisant une synthèse du son, on peut découvrir que c'est l'enveloppe vocale a simplement été changée. Les gens vont dire la première voix c'est la voix de Christian Page, puis la deuxième c'est la voix de Christian Page modifiée pour ressembler à Mad Dog Vachon. Qui est en train de subir un exorcisme. Qui est en train de subir une torture. Là. Bon, fait que c'est un peu ça. Alors que là, dans le cas des enregistrements, on voit que l'enveloppe vocale est différente. Ce qui est surprenant aussi de ces voix dans l'air, c'est que, puis là, on pourra peut-être la semaine prochaine, on parlera de toute la controverse, mais on a pour la première fois des communications soutenues. Ce que l'on n'a pas dans les phénomènes de chasseurs de fantômes, hein, ces gens-là, un peu à gogo, s'en vont dans des pièces où il est supposé avoir des fantômes, et là, partent le ghost box, etc., et là, tout d'un coup, t'entends des petits bouts de phrases comme ça. Et comme le Ghost Box qu'ils utilisent, c'est un appareil c'est un balayeur d'ondes et il balaye toutes les ondes aller-retour, incluant les ondes de la radio commerciale et les ondes de la radio domestique. Quand je dis radio domestique, je parle des walkie-talkies, les moniteurs pour bébés, tout ce genre de trucs-là. Fait que quand ces gens-là arrivent et me disent, voilà, je suis allé à l'asile de Sainte-Clotilde et j'ai entendu des sons, puis voici, puis ils me font entendre ça, puis ça fait ça. Ouais, mais t'as entendu ça sur quelle longueur d'onde? Ces appareils-là ne le disent pas. Hein, ils font vraiment des balayages aller-retour très rapidement. Ils ne disent pas s'il y a un enregistrement qui se produit ou un son, ça ne dit pas à quelle longueur d'onde. Fait que ce bout de voix, si le gars me dit, ouais, mais je sais pas sur quelle longueur d'onde l'a entendu, comme le balayeur balaie tous les ondes, ben ça se peut qu'à un moment donné, il est passé sur la bande, la longueur d'onde du 98.1 FM à Québec, puis le qu'on entend, ça se peut que ce soit Camille Bergeron qui parle. Peut-être qu'on nous entend dans l'asile en ce moment, donc on sait pas. Pas des fantômes venus de l'au-delà. Dans le cas de Skoll, on n'est pas du tout dans ce domaine-là. Dans le cas de Skoll, on n'utilise pas de balayeur d'ondes. La voix se produit dans l'air. Il y a une communication qui est soutenue entre les participants et ces voix. Donc, on parle, hein, il y a vraiment un échange avec des phrases, des mots complets qui sont articulés, qui disent des choses.
Et ça, c'est assez surprenant. Et on constate également que les phénomènes lumineux, comme les lumières dont je te parlais, ces espèces qui font des pops dans la table, qui ressemblent à des bouts de cigarettes allumés, également, ces lumières-là, elles répondent également aux souhaits des observateurs. Par exemple, les gens de la Society for Psychical Research, supposons, on disait, OK, on demandait, je te donne un exemple, on demandait à Rupert Sheldrake, le type qui a écrit là, les livres sur les animaux et le psy-animal, on lui demandait, pense à quelque chose. Alors là, Sheldrake, sans le dire à haute voix, se disait, j'aimerais que la lumière se mette à tourner en spirale. La lumière commençait à tourner, les petits pops de lumière commençaient à tourner en spirale. Oh boy. Et là, c'est quand il disait, j'aimerais qu'il tourne de gauche à droite, il se mettait à tourner de gauche à droite. Donc, c'est comme s'il y avait une communication entre ces lumières et les intentions des participants. Les voix, comme je te disais, également étaient enregistrées. On avait des communications soutenues, articulées, et non pas simplement des bouts de phrases ou des bouts de mots. Et bien sûr, la grande question qu'on peut se poser, est-ce qu'un des médiums aurait pu être ventriloque, qui pu produire ces effets-là? Mais comme je vois que l'heure avance, tout cet aspect de la controverse, si tu veux, ma belle Camille, oui. on prendra ça la semaine prochaine. Bien sûr. Je veux pas trop m'avancer parce que tu vois, le débat est absolument croustillant de voir l'argumentaire présenté par les gens qui étaient présents, qui a été publié par la Society for Psychical Research, l'aspect aussi des sceptiques. Les sceptiques ont fait des critiques, et ce sont des critiques qui sont très constructives et qui étaient tout à fait fondées et qui doivent être prises en considération lorsqu'on analyse l'expérience de Scole. Mais c'est vrai que l'expérience de Scole, c'est peut-être pas l'expérience la plus déterminante en parapsychologie, à cause qu'après coup, on va découvrir qu'il y a plusieurs éléments qui auraient dû être mieux contenus, mieux vérifiés. Ça la rend pas aussi spectaculaire que l'expérience de Philippe le fantôme. Je me rappelle pas si j'en ai déjà parlé avec toi, mais je sais avoir fait une émission avec Marceau sur ce sujet-là, où des gens avaient créé un fantôme imaginaire. Là, on avait vraiment des résultats qui étaient très, très soutenus, et ça se faisait en plein jour, à la pleine lumière. Donc là, il y avait pas de fil qu'on tirait. Donc, c'était très particulier. Si tu veux, la semaine prochaine, je te parlerai un peu de l'expérience de Philippe le fantôme, parce que l'expérience de Philippe le fantôme, elle est partie prenante dans l'expérience de Scole. Il y a des éléments de l'expérience de Philippe le fantôme qu'on retrouve dans l'expérience de Scole et qui est très intéressante. Bref, la semaine prochaine, on va plutôt parler de la controverse de l'expérience de Scole et jusqu'où on peut aller dans la réflexion. Est-ce que oui ou non, l'expérience de Scole démontre une véritable communication avec les défunts? Ça promet, on aura les pour et les contre. Et si tu as le sonore, on va se faire peur avec ça la semaine prochaine. Je vais sortir les cassettes, puis je vais te faire entendre quelques-uns de ces enregistrements. Tu vois, c'est très spectaculaire. Avec un grand plaisir, Christian. Merci, ça a été beaucoup trop vite encore une fois, mais la semaine prochaine, on promet une partie 2 à nos auditeurs. Et d'ici là, on se dit à demain. Bonne soirée. OK, bye-bye. Bye-bye.